ce webinaire, comment formuler une question de recherche. Au cours de cette présentation, nous allons voir les points suivants. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé l'enregistrement. Moi, je suis en train d'enregistrer le webinaire et je vais en fait par la suite le rendre accessible. Alors, le premier point que nous allons voir, quel est le rôle d'un chercheur ou d'un doctorant? Deuxième, qu'est-ce qu'une question de recherche? Troisième axe ou point, comment développer une question de recherche? Quatrièmement, question de recherche est une question d'originalité. Le point suivant, comment faire une revue de la littérature? Les postures épistémologiques de manière légère, puisque moi on peut avoir un autre webinaire le samedi prochain qui ça sera plus pour la méthodologie. Donc ici, le webinaire d'aujourd'hui, c'est plus pour le développement de la question de recherche. Le son est toujours trop faible, peut-être il faut se rapprocher du micro. Oui, je comprends, j'ai le droit de désactiver tous les micros, mais je dois le faire à chaque fois, donc c'est pour cela. Alors, donc, juste une minute, je pense qu'on va changer. Alors. Pour la question du micro, ça marche maintenant? C'est mieux? C'est correct maintenant? Alors, donc, moi je vais continuer, puisque bonjour, oui, c'est bon. Alors, j'ai des pour posture épistémologique et ici on parle plus de ce qui est méthodologie de recherche, donc ça sera pour le samedi prochain. L'avant-dernier point, les grandes démarches scientifiques. Et je vais terminer par des exemples de questions de recherche. Et au cours de cette présentation, nous allons voir, puisque ici, question de recherche, on parle plus comment trouver ou comment développer une question de recherche. Je vais en fait vous montrer quelques astuces, c'est pas des astuces, mais plus de vous montrer comment, par exemple, faire des recherches sur, euh, sur par exemple, Web of Science ou d'autres plateformes qui vont en fait vous aider énormément dans le développement de votre question de recherche. Alors, on commence par le premier point. Quel est le rôle d'un chercheur? Donc, comme vous pouvez le voir ici avec une photo, c'est plus d'apporter quelque chose qui est original. Donc, ici, on a un puzzle. Donc, le chercheur, donc ici, il doit apporter quelque chose qui est, qui est nouvelle et qui va en fait permettre aux chercheurs de contribuer au développement de l'image, on peut dire, de puzzle. Puisque ici, on a un puzzle, donc il faut plusieurs morceaux pour avoir une image en fin de compte. C'est ça le rôle d'un chercheur. C'est de contribuer dans le développement, en d'autres termes, des connaissances dans un domaine bien précis. Selon les inscriptions, il y a ici des chercheurs de différentes disciplines. Donc ici, chacun, son rôle, c'est de développer des connaissances dans son champ de recherche, dans sa spécialité. Pour le gestionnaire ou pour les sciences de gestion, c'est plus dans ce qui est gestion et idem pour les autres disciplines. Ça, c'est juste pour dire que voilà, un chercheur, il a un rôle, oui, puisqu'on parle ici, c'est un autre point, on parle d'un chercheur, on parle d'avoir un diplôme de doctorat, on parle, il y a des gens qui sont plus vers la recherche, qui sont orientés vers la recherche, alors que d'autres, c'est plus vers l'enseignement et vice-versa. Donc, c'est pas toujours une personne ou un diplômé qui a un diplôme de doctorat qui va participer vraiment dans le développement des connaissances. Donc ici, il y a
ces distinctions à faire, mais ici, on parle vraiment d'un chercheur. Qu'est-ce qu'une question de recherche? Donc, une, euh, ici, on a une citation de Popper. Pas de savoir sans problème, mais aussi pas de problème sans savoir. Cela signifie que la connaissance commence par la tension entre savoir et non-savoir. Pas de problème sans savoir, pas de problème sans non-savoir. Donc ici, on parle de Popper, on parle de ce qui est abstrait, donc c'est un petit peu difficile à comprendre, mais dans tous les cas, ici, le plus important par rapport à cette citation, c'est qu'il y a ici ce qui est en vert, tension entre savoir et non-savoir. Donc, un chercheur va développer une question qui a pour objectif d'apporter, je vais utiliser le terme ici, un nouveau savoir, c'est l'expression est correcte, de contribuer avec quelque chose qui est nouvelle. C'est comme, par exemple, développer une théorie. Donc ça, c'est nouvelle. Donc ça ici, auparavant, comme nous allons le voir, dans le passé, il n'y avait pas cette théorie. Les chercheurs ne peuvent pas, par exemple, comprendre un phénomène, quelque chose comme ça. Alors qu'après les travaux d'un chercheur, donc ici, il y a une contribution. Et dans la recherche, il y a toujours question de la contribution. Que ce soit la contribution théorique. Ça, c'est la contribution la plus importante, mais aussi la plus difficile. Et si on parle côté publication, donc ici pour publier dans des revues qui sont respectées, donc il faut vraiment faire une contribution théorique. Donc ça, c'est très important, ou de développer quelque chose, des concepts, etc. Donc on parle des contributions qui reste un facteur très important et qui détermine le refus ou l'acceptation d'un papier soumis à une revue. Donc ça, c'est juste entre parenthèses pour faire la liaison entre, ici, puisqu'on parle question de recherche, tension entre savoir et non-savoir. Donc, si vous allez contribuer par quelque chose qui va permettre à la communauté scientifique d'apprendre sur un phénomène. Donc ici, auparavant, il n'y avait pas un savoir, mais avec votre contribution, il y a un savoir sur le sujet ou le problème étudié. Ici, on a une autre citation de Seeley. Une question de recherche est pertinente. C'est une question qui va permettre d'établir un rapport solide entre le déjà connu et l'inconnu. Donc, on revient ici, c'est comme, et ça avec le puzzle ici, c'est comme on n'avait pas ce morceau-là au passé. Donc, le chercheur va contribuer par ce morceau. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important dans le développement de la question de recherche. C'est vraiment important. Et nous allons voir par la suite comment développer ou comment, on va dire, dessiner ce morceau, comment le développer, pour ne pas, en fait, utiliser plusieurs termes. Donc, vous voyez ici une autre manière pour définir une question de recherche. On a un savoir actuel qui est insatisfaisant et on a de l'autre côté un savoir recherché, un savoir qui est désiré. Un exemple, c'est comme avant la COVID, donc il n'y avait pas vraiment des problèmes, je sais pas quoi, de dépression, travail à distance, etc., etc. Donc, après la COVID ou pendant la COVID, il y a des recherches, même plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question, par exemple, des effets de la pandémie sur les personnes, sur les individus, sur le travail à distance, etc., etc. Donc, on a un savoir pendant la pandémie, un savoir qui est insatisfaisant. Donc, par rapport à notre compréhension de la pandémie. Et donc, ici, le savoir désiré ou recherché, c'est de comprendre les effets de la pandémie sur les individus. Pourquoi?
puisque ici, c'est comme on a un processus d'apprentissage, même pour la recherche, donc on a besoin de développer quelque chose pour éviter et même pour savoir comment se comporter face à la pandémie, comment les gens se comportent face à une crise, etc. Ça, c'est aussi une manière de voir une question de recherche. On a un problème de recherche, c'est un écart conscient entre ce que nous savons et ce que nous devrons savoir. Et ce n'est pas toujours facile de savoir ce que nous devrions savoir. Donc ici, c'est un travail à faire pour arriver à comprendre. C'est quand vous êtes quelque part, mais vous n'avez pas vraiment euh, une idée sur le chemin, sur la direction. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en considération. Et vous avez en bas de toutes les diapositives, plus ou moins des sources que vous pouvez en fait, pour ceux et celles qui sont intéressés, c'est juste de taper sur Google Scholar Gauthier 2005 et certainement vous allez trouver après quelques recherches sur le fichier ou sur l'article source. Prière de désactiver vos micros, c'est juste pour me permettre de mieux en fait présenter, ne pas chaque fois, par exemple, passer pour désactiver le micro. Merci de votre collaboration. Alors, ici, on a la fameuse question, comment développer une question de recherche? Comment? Donc, la question, comment développer une question de recherche? Ici, j'ai pas de source, mais ici, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qui est présenté dans le schéma. Donc, on a une touche gap, où on a les lacunes qui se trouvent au niveau de la recherche. Alors, je dois trouver la personne qui fait le bruit. Ah, non, je ne sais pas. Ah, non. Ah. Oui, ça dort. Ah, Alors, donc ici, prière en fait de désactiver vos micros. Alors, je reprends. Comment développer une question de recherche? On a ici un schéma, on parle ici de gap. Alors, gap, personne qui fait le... Oui, je vais trouver. Alors, donc, research gap. Donc, ici, on parle des lacunes. C'est comme on a développé quelque chose, mais d'après des recherches, on a trouvé quelque chose qui manque. Ça, c'est ce qu'on peut appeler research gap. Quelque chose à améliorer, quelque chose à apporter, etc., etc. Donc, ici, on a par exemple, ici, vous voyez la revue de la littérature. Pour les questions prières de les noter, je vais répondre vers la fin de ce webinaire. Prière de les noter et je vais faire mon mieux pour répondre à vos questions. Donc, ici, on a research gap. Donc, ici, ce sont les lacunes qui se trouvent dans un champ de recherche et que le chercheur doit, par exemple, se, doit en fait faire un travail de recherche pour essayer de répondre et de faire face à ces lacunes. Donc ici, vous voyez ici la revue de la littérature et la revue de la littérature est vraiment importante pour développer une question de recherche qui est originale, une question de recherche qui est pertinente, une question de recherche qui va vous permettre de faire des publications. Donc, c'est très important. Donc, ici, on a quelques exemples. On a la population. Le fait juste de changer, ou même, puisqu'on parle ici des limites, nous allons voir avec des exemples. Je vais faire des recherches juste pour vous montrer comment, par exemple, trouver, ou même développer une question de recherche en utilisant les plateformes. Donc, que ce soit par rapport à la population étudiée, au contexte, etc. Donc, on peut changer juste le contexte. Exemple, on a une étude qui est faite, par exemple, sur un pays européen ou un pays européen versus le Maroc. Donc, ça sera question de devoir d'adapter les échelles, etc. Le contexte, c'est pas le même, etc. Il faut prendre ça en considération. Mais le fait de prendre, euh, on va dire, la question de recherche faite par un chercheur sur un contexte, par exemple,
que ce soit en Afrique, par exemple, les pays du Maghreb, par exemple en Égypte ou dans d'autres pays, ou en Amérique latine, ou d'autres pays, et d'appliquer, ce sera d'utiliser plus ou moins même question, d'essayer de répondre à la même question de recherche. Juste ici, la valeur ajoutée de chercheur, ça sera de changer de travail sur un nouveau contexte, sur un contexte qui est différent. Et donc, de voir ici, vous pouvez, à la fin de votre analyse, votre travail, de faire une comparaison entre les deux contextes, mais ici, comme je l'ai dit au début, donc il faut prendre en considération les caractéristiques de chaque contexte. On ne peut pas comparer deux pays ou deux éléments qui n'ont pas vraiment les mêmes caractéristiques. Il y a aussi côté analyse. Donc, ici, le fait juste d'utiliser une analyse qui est différente, d'utiliser une nouvelle méthodologie, d'utiliser une technique qui est différente. Donc, par exemple, on a une recherche ou un article publié qui a utilisé, qui a utilisé, par exemple, les entretiens ou les entrevues. Donc, une recherche qualitative. Elle a fait des interviews, elle a fait une analyse, etc. Et donc, ici, la limite, c'est que pour ces recherches, donc, il y a question on ne peut pas généraliser les résultats puisque c'est une recherche qui a, dans l'échantillon, par exemple, pour les recherches qualitatives, c'est environ 20, 18, ça dépend. Donc, on ne peut pas généraliser. Donc, c'est par rapport à un cas ou à des cas qui sont bien précis. Alors, la valeur ajoutée ici, ça sera, par exemple, d'utiliser, ici, de passer à une recherche qui est quantitative, c'est-à-dire à travers des questions, à travers une recherche qui est quantitative. Aussi par rapport aux implications, donc qui sont dues à l'utilisation, qui sont en fait à la suite du travail de recherche. On a aussi les méthodes, on a aussi les concepts, on a aussi les perspectives, on a aussi les théories. Et c'est pas toujours facile de développer ou de contribuer, surtout au début, ici, l'élaboration ou le développement d'une théorie. Donc ici, on a ici des exemples et nous allons revenir à ces éléments par la suite. C'est juste pour gagner du temps. Question de recherche est une question d'originalité. Donc, réaliser un travail empirique qui n'a pas été mené jusque-là. Donc, c'est comme vous avez ici dans la photo. Donc, c'est apporter quelque chose qui est nouvelle. Donc, ça, c'est la première ou le premier élément qui va déterminer est-ce que votre question de recherche est pertinente ou non. Donc, ici, c'est discutable d'utiliser question pertinente. C'est quoi une question pertinente? C'est quoi une question originale? Donc, le plus important ici, c'est d'apporter quelque chose qui est nouvelle. Donc, ici, c'est d'apporter quelque chose qui est nouvelle. C'est de contribuer. C'est comme nous sommes en train de construire ou de bâtir une maison. Et donc, votre rôle, c'est d'apporter une pierre qui est unique. Donc, c'est comme ça. C'est comme on a un champ de recherche, on va le considérer comme une, comme une maison. Et donc, votre rôle, c'est d'apporter une petite pierre qui est unique et ne pas d'essayer de contribuer par, je ne sais pas quoi, une superficie de 2 mètres carrés ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste une pierre, c'est votre rôle. Surtout au début, en tant que doctorant, n'essayez pas d'inventer la roue, je ne sais pas quoi. C'est d'essayer de faire un arbitrage entre une question qui est originale, une question qui est euh, nouvelle, mais de l'autre côté, pas vraiment nouvelle pour ne pas avoir des problèmes en termes des documents, en termes en fait, dans la phase de rédaction même, côté questionnaire, côté comment vous allez procéder pour répondre à la question de recherche. Ça, c'est très, très important. Ici, on parle de la faisabilité, puisqu'on a des questions, des recherches qui sont vraiment intéressantes, mais on ne peut pas les réaliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. C'est question de moyens. Question, par exemple, l'accès à la population. C'est comment on va viser une population qui est difficilement accessible.
Donc, mais on sait que c'est une question de recherche qui est vraiment intéressante. Donc ici, la question de faisabilité est très importante et nous allons voir ça par la suite. Je veux revenir à ce point-là. Aussi, en fait, une deuxième manière pour avoir une question de recherche qui est pertinente, c'est d'interpréter des idées ou des pratiques ou des approches d'une nouvelle manière. Donc, il y a déjà quelque chose, mais votre contribution, ça sera de l'analyser, de l'interpréter d'une manière qui est nouvelle, d'une manière différente. Donc, c'est comme le fait, on a un papier, on a une recherche dont les deux auteurs, par exemple, ou les auteurs ont, par exemple, utilisé une théorie, s'il vous plaît. Alors, donc j'ai perdu on a dit que ici, on a, par exemple, une recherche dont les auteurs ont, par exemple, utilisé, par exemple, une théorie. Alors, votre contribution peut être, par exemple, l'utilisation d'une autre théorie, d'une théorie qui est différente, d'utiliser d'autres, par exemple, échelles. Mais ici, c'est la contribution, pas vraiment pour les échelles, ne sera pas vraiment pertinente. Alors que, par exemple, l'utilisation des théories, d'une autre théorie, et par la suite, même, on a l'utilisation, par exemple, des théories qui sont utilisées dans d'autres disciplines. Nous allons voir ça par la suite. Donc ici, avoir une question de recherche qui est originale ou nouvelle ou qui est pertinente, c'est d'interpréter ce qui est déjà connu, mais d'une manière qui est vraiment différente. Troisième manière, c'est d'apporter des données qui sont nouvelles. C'est quand, par exemple, euh, on a par exemple une étude qui est, par exemple, qui a pris comme échantillon, comme population, un pays, alors que votre contribution, votre question de recherche, ça sera par exemple d'étudier par exemple plusieurs pays. Donc ici, par le fait d'apporter. L'autre cas, c'est par exemple avoir l'accès à des données qui sont, par exemple, vous travaillez dans je sais pas quoi, dans une entreprise ou je sais pas quoi, dans une organisation en général, et vous avez accès à des données. Et dans ce cas, vous avez ce privilège, et donc normalement, vous devez l'utiliser en prenant en considération les règles d'éthique, etc., etc. Mais ici, on- par rapport à la pertinence, donc ça sera d'utiliser des données qui sont nouvelles, donc qui sont difficilement accessibles. Ce sont des exemples. Faire une synthèse originale. Donc ici, une synthèse originale, donc ici on parle des revues de la littérature, on a plusieurs types, méta-analyse, revues systématiques, etc., etc. On peut avoir un webinaire ou une rencontre ou une séance sur cela. Je suis ouvert pour ça. Donc ici, par exemple, on a des recherches qui traitent un sujet, un sujet X. On a par exemple le sujet, par exemple, en fait, les chercheurs ont commencé à se pencher sur ce sujet, par exemple, depuis 2000. Donc, la contribution ici ou la question de recherche, ça sera de faire une synthèse des recherches faites depuis 2000, par exemple, jusqu'à 2023. Donc ici, une synthèse. La valeur ajoutée de ce... Alors, il y a des questions dans la prière de partager le formulaire de participation. Euh, alors, attends, je vais voir d'autres. Alors, Hind Marzouk, pour le micro, je ne sais pas, est-ce que pour les autres, le son est correct? Donc, je m'excuse pour cela, mais je ne sais pas comment résoudre. Alors, faire une synthèse qui est originale, c'est comme je l'ai dit, c'est de prendre, par exemple, on a, comme je l'ai dit, une question ou même un sujet qui est traité, par exemple,
donc de faire une revue sur un sujet depuis 2000 jusqu'à 2023. Et donc ici, la contribution, c'est de dire aux chercheurs qui vont travailler sur le sujet, c'est quand vous allez leur présenter une synthèse pour ne pas en fait leur permettre de gagner du temps. Au lieu de faire des recherches pour lire, par exemple, je ne sais pas quoi, plusieurs articles depuis 2000 jusqu'à 2023 pour, par exemple, savoir où, en fait, le niveau de développement des connaissances par rapport à ce sujet. Donc, une revue ou une synthèse donc, va permettre aux chercheurs de savoir votre article. Ça sera de dire aux chercheurs, pour ceux et celles qui sont intéressés par ce sujet, c'est comme d'écrire, de faire l'état des lieux. Donc, les chercheurs qui sont intéressés, ils vont juste lire votre article et par la suite, ils vont continuer. Donc, n'oubliez pas la logique de contribuer au développement des connaissances. N'oubliez pas l'idée de participer, c'est comme la construction d'une maison. Donc, un chercheur, c'est comme il va dire que voilà, par rapport à la construction de la maison, donc, on a maintenant fait 2 mètres et il reste ce qu'il reste, par exemple, à faire. Je ne sais pas est-ce que l'idée est claire ou non, mais si l'idée est simple, donc une revue ou une synthèse, revue de la littérature ou synthèse originale, donc ici, c'est de permettre aux chercheurs qui seront en fait intéressés par le sujet d'apprendre de manière rapide sur le sujet et aussi de présenter des pistes de recherche. Et ça, c'est très, très important. C'est très important de lire les revues de la littérature ou les revues par exemple, les méta-analyses ou les revues systématiques. Je parle ici des articles, puisqu'il y a des articles qui sont publiés et qui ont pour objectif juste de présenter aux chercheurs une revue de la littérature par rapport à un sujet. Et donc, ici, dans ces revues, vous allez trouver des questions de recherche, puisqu'on va voir avec des exemples que dans chaque article publié dans des revues qui sont indexées, donc ici, vous avez vers la fin de l'article les pistes de recherche futures ou les limites. Donc la contribution, votre contribution, ce sera soit de faire face ou de prendre les limites et de les convertir en questions de recherche, soit de prendre les propositions ou les suggestions de pistes de recherche proposées par les chercheurs. Donc ici, les revues de la littérature sont vraiment à lire. Ça va en fait vous faire gagner beaucoup de temps. C'est très important de lire les revues de la littérature. Appliquer un résultat obtenu dans un contexte particulier à un autre contexte. Donc ici, j'ai déjà parlé de ce point. Donc il suffit on a une étude faite au Japon et donc on va l'appliquer au Maroc. On va l'appliquer à un autre pays. Mais n'oubliez pas d'adapter, que ce soit les échelles, que ce soit en fait de passer par en fait, d'adapter l'étude au contexte, puisque on a 2 pays, donc il faut prendre en considération les caractéristiques des 2 pays ou des 2 contextes. Surtout, par exemple, par rapport aux échelles de mesure, puisque chaque population, chaque peuple ou chaque contexte a sa manière de voir les choses. Et donc, une échelle de mesure développée pour une population bien précise ne sera pas vraiment applicable dans un autre contexte ou dans une autre dans une autre population. Appliquer une technique utilisée dans, ici un exemple, c'est aussi une question, en fait, ça reste pertinent, par exemple, d'utiliser les techniques utilisées par exemple, par exemple, d'autres sciences, par les mathématiciens, par exemple. C'est de prendre une technique qui est développée utilisée, par exemple, dans la médecine ou dans les sciences ou d'autres sciences et de les appliquer ou de l'appliquer dans le cas de votre recherche.
Donc ici, moi, je suis en fait, j'ai une formation en sciences de gestion. Donc c'est comme, pour moi, ça sera plus, par exemple, de prendre une technique utilisée dans d'autres sciences et je vais l'appliquer à une question de recherche dans, dans le cadre, en fait, en sciences, une question de recherche en sciences de gestion. Septième élément, c'est être transdisciplinaire. Donc, transdisciplinaire, c'est de faire la liaison entre plusieurs disciplines. Donc, ici, je ne sais pas, sciences de gestion avec sciences juridiques, etc. Donc, ici, la multidisciplinarité ou je ne sais pas quoi, donc, utiliser plusieurs manières. Alors, oui, c'est bon. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, 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 Zaneb, oui. Alors, huitième élément, étudier un domaine qui est nouveau, non encore couvert par la discipline. Donc ici, c'est comme nous allons vu dans la définition, c'est de développer quelque chose qui est nouvelle, donc de développer par exemple une théorie ou une méthodologie ou une méthode ou une technique donc, dans un domaine précis. Le dernier élément, augmenter la connaissance d'une manière qui n'avait pas été utilisée jusque-là. Donc, c'est comme de dire, votre contribution, c'est d'apporter une connaissance bah, qui est importante par rapport à la littérature, par rapport à ce qui est déjà développé. Donc, ça reste aussi une manière pour avoir une question. Et donc, ici, vous avez la source de ces 9 éléments. Comment faire une revue de la littérature? Donc ici, la revue de la littérature, oui, j'ai vu dans le chat qu'il y a une demande par rapport à ça. Mais moi ici, je vais parler rapidement de la revue de la littérature pour juste développer une question de recherche. Puisqu'il y a, on peut dire, il y a des niveaux qui sont différents par rapport à une revue de la littérature. Ici, on a une citation de Hill, 1994. Les chercheurs débutants pensent que le but de la recension des écrits est de trouver des réponses relativement au sujet de recherche. Au contraire, les chercheurs expérimentés, ça c'est très très important, étudient les recherches antérieures pour développer des questions plus intelligentes et plus pénétrantes à propos du sujet. Donc, avant de, de poser ou de développer une question de recherche, vous devez vraiment, vraiment lire et avoir une idée sur ce qui est déjà fait par rapport à une question de recherche. Ça, c'est très important. C'est très important de faire une revue de la littérature. Et nous allons voir ça un petit peu en détail dans en fait, ici, on a même dans cette diapositive un Canva ou un modèle que vous pouvez utiliser pour faire une revue de la littérature, on va dire ici préliminaire, puisque l'objectif ici, c'est juste de développer une question de recherche. Par la suite, après le développement de la question de recherche, vous pouvez faire une recherche, une revue de littérature, on peut dire exhaustive par rapport à un sujet. Donc ici, on a l'auteur, le titre de l'article, la question de recherche ou l'idée ou la problématique. On a les concepts utilisés, les théories, la méthodologie utilisée, l'échantillon, les variables dépendantes, indépendantes, contrôle, modératrice, médiatrice, etc., etc. Résultats, qui sont en fait les résultats de la recherche, les limites ou pistes, et on a les remarques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour développer une question de recherche, ça c'est l'idée principale de ce webinaire. Ça, c'est la crème de la crème, on peut dire. C'est la revue de la littérature. Donc ici, c'est de lire ce qui est déjà fait. Et à partir de la lecture de ce qui est déjà fait, vous allez trouver, vous allez développer votre question de recherche. Donc ici, moi, j'ai fait ici des flèches par rapport limite, piste de recherche et les remarques que vous allez, par exemple, à la suite. Ici, on ne va pas dire une lecture qui est en fait détaillée de l'article, mais c'est juste de voir, on a ici
l'auteur, titre, problématique. Vous pouvez trouver ces informations juste au niveau de résumé de chaque revue, puisque au niveau, dans le résumé, vous avez ces informations. Alors, ici, je vais passer en fait, pour faire une petite démonstration, on peut dire, comment faire surtout pour trouver une question de recherche par rapport à un sujet, je vais utiliser alors, je vais arrêter le partage, je vais passer sur un compte. Alors, c'est juste, donc ici, donc donnez-moi juste une minute. Donc, on va ici. Voilà. Alors, donc ici, donc, alors, je partage, donc partager. Alors, donc ici, on a la fameuse Web of Science. Donc, je commence par Web of Science. Donc ici, dans un premier temps, Web of Science, c'est une plateforme base de données, on peut dire, mais qui est payante. C'est-à-dire, vous devez utiliser votre compte pour accéder à Web of Science. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas encore un compte, alors j'arrive comment? Oui. Alors, je pense on a e-ressources. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore un compte par rapport à ça, il suffit de chercher. On a ici e-ressources. Si je ne me trompe pas par rapport à la. Donc, ici, pour ceux et celles qui n'ont pas, soit je pense d'essayer de cliquer sur. Donc, ici, mot de passe oublié. Et essayer d'utiliser le courriel ou l'email de l'université. C'est pas votre email personnel. Ou d'essayer la deuxième option, c'est de créer un compte. Et par la suite, ici, nom, prénom. Ici, vous avez choisir l'université. Donc, ici, vous avez l'université, votre université, etc. Et par la suite, normalement, vous devez, à travers ces étapes-là, vous devez avoir un compte e-ressources qui va vous permettre d'accéder à ces plateformes. Par exemple, on a ici Web of Science. Alors ici, on a de l'autre côté, on a Google Scholar. Donc, la différence entre Web of Science et Google Scholar, c'est que ça reste un moteur de recherche. Ça reste une base là où on a toutes les publications, que ce soit dans des revues indexées ou dans des revues qui ne sont pas vraiment indexées, des revues, juste des revues. Donc ici, vous avez tout. Alors que dans la base de données ou dans la plateforme Web of Science, vous avez des revues qui sont indexées. Et je pense que vous êtes au courant qu'il y a des universités qui demandent que les doctorants doivent publier avant de se tenir ou je sais pas quoi, de publier dans des revues qui sont indexées en fait, dans la base de données à Web of Science ou par exemple Scopus ou d'autres plateformes. Et même, il y a en fait, normalement, vous trouvez ici, on peut parler des journaux qui sont des prédateurs. Vous recevez par exemple un appel à communication, appel à papier ou à manuscrit ou je sais pas quoi. Donc, et vers la fin de leur annonce, vous trouvez indexé Web of Science, Scopus, etc. Mais généralement, vous devez bien, en fait, vérifier. Et ici, c'est simple pour vérifier, est-ce que vraiment, alors il y a quelqu'un qui parle, il y a du son quelque part. Puisque moi, j'ai les écouteurs dans mes oreilles, donc c'est pas vraiment agréable. Alors, je sais pas qui, s'il vous plaît. Alors, c'est qui? Moi, j'arrive pas encore. Oui, voilà. Voilà. Alors, donc ici, je veux en fait deux mots-clés. Deux mots-clés. Ça sera mieux de les avoir en anglais. Alors, juste pour faire une démonstration. Alors, quelqu'un peut me donner juste de l'interaction un petit peu pour. Alors.
Avez-vous, je veux par exemple deux mots-clés ou un mot-clé. Sinon, par exemple, moi, je vais peut-être formuler business. Donc ça, ce sont deux mots-clés. Et par la suite, recherche. Donc moi, ici, j'ai utilisé deux mots-clés, les entreprises familiales. Pour les autres disciplines, vous pouvez utiliser les mots-clés de votre recherche, de votre... Ici, ça, c'est un point très important. Donc, pour moi, pourquoi moi, par exemple, j'ai choisi Family Business ou les entreprises familiales? Donc, ça dépend de votre intérêt et de votre motivation. Si vous avez, par exemple, un diplôme, je ne sais pas, en comptabilité ou gestion financière ou en audit, contrôle, je ne sais pas quoi, ressources humaines, etc. Ça, moi, je donne des exemples juste dans ma spécialité puisque je n'ai pas une idée sur les les autres disciplines. Donc, c'est juste, mais ça reste même raisonnement, même chose. Donc, par exemple, moi, je suis intéressé par les entreprises familiales. Donc, je veux, par exemple, développer une question de recherche par rapport aux entreprises familiales, un autre par rapport à la gestion des ressources humaines, etc., etc. C'est juste un exemple. Donc, ici, moi, j'ai entré Family Business. Donc, par la suite, recherche. Donc, vous voyez ici, vous avez 44 214 résultats. Donc, ici, il y a des outils pour filtrer les résultats, les 44 000. Donc, ici, on a la pertinence. On a ici la possibilité d'avoir les articles les plus cités. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Pourquoi? Puisque pour ceux et celles qui vont, par exemple, présenter, qui ne sont pas encore des doctorants et, par exemple, qui, euh, qui ont, en fait, qui comptent, par exemple, pour suivre un programme de doctorat. Donc, c'est très important dans le développement, lors du développement de votre projet de recherche, de citer des recherches qui sont très connues. Par exemple, on a l'exemple des family business. Donc, pour attirer l'attention, pour avoir plus de chances de, par exemple, d'être accepté, donc c'est de citer des articles qui sont très connus dans le domaine. Donc, par exemple, moi, family business, si je clique sur par exemple, les articles les plus cités, on a cet article. Donc, ici, avec 4740 citations. La question par la suite, c'est pas ici on a Family Business et on a cet article, je vais l'apprendre. Non. La question par la suite, c'est de voir est-ce que c'est vraiment, c'est lié vraiment aux entreprises familiales. Donc ici, vous avez l'abstract ou vous avez ici le résumé. Donc ici, la question de lire. Donc moi, je vois pas ici, dans le titre, Family Business. Donc je peux passer par exemple à une autre, donc c'est la même chose. Alors ici, c'est pas, ici non. Alors ici, on a Family Business, non. Donc ici, on doit, par exemple, on a ici, on commence à voir, par exemple, on a ici cet article qui est lié aux entreprises familiales avec 2250, 2260 citations. Donc, je dois, par exemple, lire et voir est-ce que je suis intéressé, par exemple, de lire, de faire une recherche en relation avec les risques liés, en fait, aux affaires familiales. Donc, la même chose par rapport à d'autres articles. Donc, ici, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment lire. Par exemple, on a ici un autre article par rapport aux entreprises familiales, la propriété familiale. On a 1960 articles, etc., etc. Donc ça, c'est juste ce sont ici par les citations les plus élevées, ce sont les articles que vous devez normalement lire pour avoir un bagage, un background par rapport à cette question-là. Le plus important pour développer une question de recherche, c'est de classer par les dernières publications. Donc, puisque l'objectif, c'est de développer une question de recherche qui est nouvelle, originale.
Donc ici, pour développer cette question, pour savoir le niveau de développement des recherches par rapport à ce sujet, je dois lire les derniers papiers ou les derniers articles publiés sur les entreprises familiales. Donc ici, on a cet article publié euh, euh, 31 décembre 2024. Juste ici, une information pour, pour savoir le quartier, puisqu'il y a des universités, etc., dont vous dites que voilà, j'ai fait une publication dans tel avec tel quartier. Quand vous cliquez sur la revue, et si vous avez le fameux quartier, donc ici, on a le Journal Citation Indicator. Donc, on a ici des informations qui vous permettent d'avoir ou des informations qui vont vous permettre d'avoir une idée sur la qualité du journal. Donc ici, et même il y a la possibilité, on va voir ça par la suite, de filtrer par quelques catégories. Donc on va par exemple prendre juste une catégorie bien précise, nous allons voir ça par la suite. Donc, pour développer une question de recherche, il faut vraiment lire les articles dans ce sens. Avant, en fait, de passer aux autres éléments, puisqu'on a déjà vu un Canva, donc comment on va procéder? Alors, je pense qu'on va prendre, puisque ça, c'est juste une base de données, il n'y a pas la possibilité d'accéder à partir de Web of Science, d'accéder à l'article, en fait, à la version PDF ou la version HTML de l'article. Dans ce cas, on doit utiliser d'autres plateformes. On va juste prendre l'article. Et même, en fait, il y a des extensions que vous pouvez utiliser pour, en fait, pour lier ici je pense qu'il y a, oui, ici, oui, c'est ça. Donc ici, vous voyez, donc il suffit de cliquer ici, puisque je me rappelle qu'il y a un truc qui va vous permettre d'accéder à l'article. Donc il suffit ici, on a full text at the publisher. Donc vous avez ici l'article. Et donc ici, l'article en question est normalement en fait, open source ou je pense que c'est pas open source, c'est juste le réseau IP que j'utilise, donc il va me... Oui, je pense que c'est juste à cause de ça. Normalement, en fait, normalement, si vous n'arrivez pas à accéder à partir en cliquant sur en fait l'article ou le texte intégral, donc vous devez par exemple utiliser prendre le titre et par exemple de chercher dans Scopus ou alors Science Directe, elle est où? Je pense que je l'ai déjà ouvert quelque part. Alors, je vais tenter ici de voir si je vais trouver l'article ou non. Non, il y a Science. Alors, je pense que oui. Oui, c'est ça, c'est l'article en question. Donc, il suffit de cliquer ici. Alors, vous avez ici normalement, alors, l'article, je pense. Alors, donc ça c'est juste. Ça sera mieux d'utiliser Science Directe. Je sais pas. Alors, donnez-moi juste une minute que je dois trouver. Alors, juste une minute. Je dois ouvrir Science Directe. Que normalement, il contient. Juste une minute. Donc, ici, je vais prendre- donc, ici, c'est pas ça. Donc, ici, oui, donc, ça va marcher. Non, ça marche pas. Alors, donc, oui, normalement, ça doit marcher. Donc, on a ici, donc, si on dirait, voilà. Donc, ça, c'est musical. Alors, je vais essayer. Alors, donc, il faut voir ce que je vais.
trouver l'article. Oh non. Ça, c'est médical. Alors, je pense que ça serait l'article normalement. Normalement, ce serait. Alors, normalement. Donc ici, alors juste pour, alors il est là en fait pour juste pour Sciences Direct. Donc ici, c'est la même chose. Donc il est accessible via Erosus ou via d'autres la plateforme qui est fournie par votre université. Mais c'est juste par rapport à Sciences Direct, vous avez la possibilité d'accéder à l'article en question. Moi, j'utilise ici, comme vous pouvez le voir ici, un compte de l'université Hassan II de Casablanca. Donc ici, il y a la possibilité de voir, par exemple, ici l'article en question, mais je n'ai pas trouvé pour cet article. Mais ici, normalement, il y a d'autres techniques pour trouver, pour télécharger un article. Donc, je ne pense pas que vous aurez des problèmes par rapport, en fait, à la recherche des articles. Et dans tous les cas, n'hésitez pas, le cas où vous avez, alors, je sais pas, alors, le temps, comment 31 Alors, 31 décembre 2024, donc ici, au niveau de la publication, c'est juste par rapport aux revues, soit il y a une erreur, soit en fait, il y a des numéros qui sont, c'est comme on va dire, le numéro du mois 6 juin est publié maintenant. C'est juste par rapport à la date de publication. Sinon, il y a une erreur au niveau des dates, tout simplement. Donc ici, oui, ici on a décembre 31, 31 décembre 2024. Soit il y a une erreur, soit le numéro est prévu pour le mois de décembre 2024. Mais il ne faut pas, ça c'est pas vraiment une chose qui est vraiment, pas vraiment une chose qui est grave. Il y a l'autre chose, pour trouver par exemple l'article, vous pouvez utiliser ici Google Scholar. Donc ici, ça c'est accessible aussi. Vous pouvez ici télécharger en format PDF. Alors, on va passer pour voir l'article, ce qu'on va trouver par exemple des pistes de recherche dans l'article. Donc l'article est écrit par Nikanon Youssef de Minis Almirez, donc ici pour les droits d'auteur. Donc ici, on a les ressources ou même ici en fait, les informations de l'auteur. Donc ici, on va passer directement pour la question de recherche, même comment développer une question de recherche. Ici, vous avez les informations qui vont vous permettre de remplir le tableau que je vous ai montré précédemment. Donc ici, on a l'auteur, etc. Et même pour la citation, il suffit d'utiliser Google Scholar. Alors, je reviens à Google Scholar pour terminer avec la question des citations. Donc ici, on clique ici. Il suffit de cliquer sur citer. Donc ici, on a les normes APA, généralement les plus utilisées. Donc, vous pouvez juste ici prendre, copier et les coller dans votre... Il y a d'autres utilisations, Zotero, etc. Il y a la possibilité d'utiliser des logiciels de gestion des références. Sinon, donc ici, vous avez l'abstract en fait, de l'article qui contient généralement une, on peut dire une phrase d'introduction qui va montrer plus ou moins l'intérêt ou qui va susciter l'intérêt chez les lecteurs, qui va permettre au lecteur dès la première phrase l'intérêt et la pertinence de la question de recherche. C'est comme de dire que voilà, il y a des recherches faites sur tel, mais il n'y a pas de recherches faites sur tel sujet ou telle question ou tel, je sais pas quoi. Donc ici, la première phrase est vraiment importante pour attirer l'attention du lecteur. Et n'oubliez pas pour, euh, pour publier la première des choses, pour un réviseur ou même pour l'éditeur, c'est de lire votre résumé. Donc ici, le résumé est vraiment important. Par la suite, il y a question ici de parler de manière générale. Moi, j'ai pas lu cet article pour la première fois. Donc ici, on a la question de recherche, si je ne me trompe pas, puisque comme je le dis, j'ai pas lu auparavant cet article. Donc ici,
Peut-être ici, on a study of donc ici, on a normalement la question de recherche. Par la suite, on a ici la technique utilisée. Donc ici, ou même la méthodologie, ou même les techniques utilisées pour répondre à la question de recherche. Vous voyez ici, on a l'utilisation de régression et des équations structurales avec SmartPLS. On a ici l'échantillon. N'oublie pas qu'on a ces informations dans le tableau que je vous ai montré précédemment. Donc ici, vous avez l'échantillon, vous avez je pense même en fait, la technique utilisée, etc. Et vous avez ici les résultats. Donc les résultats de la recherche. Et par la suite, ici, vous voyez ça, c'est très important. Ici, la contribution de l'article. Donc ici, la contribution. C'est juste ça, c'est très important pour la structure d'un article. ماشي دابا طيب. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Attends, je pense que- Alors, on a ici l'introduction. On passe, donc, vous voyez ici, pour développer hypothèse, donc ça, c'est quantitative, recherche quantitative. On a ici le modèle, etc. On a en bas, alors, donc, normalement, alors, vous voyez, ça, c'est la partie pour vous, pour développer une question de recherche. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Ça, c'est très important. Vous voyez ici les limites et les pistes de recherche ou les orientations pour des recherches futures. Ça, c'est vraiment important. Donc, il suffit de lire cette partie-là et de prendre note des pistes proposées. Normalement, ils commencent par les limites, par la suite, ils vont, par exemple, proposer des questions de recherche. Donc, si on voit ici, par exemple, ici, on a la contribution, on a les limites. Les limites peuvent des fois, en fait, dans des articles, peuvent être considérées comme des pistes de recherche. Le fait de ne pas inclure quelque chose, c'est déjà une piste de recherche pour les autres. Donc ça, c'est un exemple. On peut prendre un autre exemple d'illustration pour juste vous montrer. Alors, on va changer, je pense, de... Ça, c'est toujours avec même auteur. Donc, on va même changer les mots-clés. Par exemple, le contrôle interne. Et on va voir ça, c'est pour, donc ici, dans, ici, une chose qui est importante aussi, et j'ai parlé, moi, j'ai déjà parlé en fait, par exemple, comment savoir si une revue est vraiment indexée ou non. Donc ici, vous avez la possibilité de spécifier à Web of Science les cas là où il doit, par exemple, faire des recherches. Donc ici, si on clique sur le titre, donc il va chercher juste, ça c'est, on va pas avoir les 44 000. Même chose par rapport aux family business. Si on fait la même chose, on va avoir moins de résultats, family business. Et une chose qui est importante, de ne pas oublier les synonymes. Donc, vous voyez ici, quand j'ai spécifié, donc ici, on doit obligatoirement trouver family business dans le titre. Donc, ici, vous avez, et toujours, donc ici, on a passé de 44 000 à 3271. Donc, ici, si on va ici changer, on a ici plusieurs, en fait, critères que vous pouvez utiliser pour filtrer. On va juste prendre ça comme exemple et on va continuer avec la présentation. On va cliquer ici pour savoir. Donc, normalement, donc ici, ça, c'est les copies, c'est toujours à décliner, bien sûr. Donc, vous voyez dans Useful Access, alors, je pense que ça, c'est un exemple, je pense, qui est intéressant. On va chercher ici, par exemple. Non. On va, par exemple, chercher ici. Donc, il n'y a pas vraiment. Alors, comment accéder à l'article en question? Ça, c'est une.
Alors, on va, normalement, ça c'est JSTOR. Donc, on va voir si on va trouver l'article en question ou non. Non. Alors, on va aller sur Scopus. Même chose. Scopus. C'est plus pour... alors, normalement, ça, c'est vraiment un cas qui est en fait intéressant. Si on clique ici, comment nous allons... Donc, ici, institution. Donc, ici, je sais pas quoi. Alors, institution, je pense pas qu'on va trouver. Mhm. On va cliquer par la suite ici. Donc, ici, si on va taper par exemple, Université Hassan 2, c'est pas ici. Ah, sinon, centre, je pense, centre marocain, et institut. Institut, je pense pas. Alors, institut indien. Donc, ici, non. Alors, juste par rapport à la question de trouver les articles, juste pour gagner du temps, en fait, moi, je peux vous aider de manière euh, individuelle. Le cas où vous avez des questions par rapport en fait, vous n'arrivez pas à trouver, par exemple, un article, il suffit de me contacter. Alors, dans tous les cas, en fait, ça sera la même chose. Si on revient, si on va prendre un dernier, juste pour illustrer, ça sera toujours la même chose. Alors, espérons que cette fois-ci, on va trouver l'article. Donc, ici, normalement, c'est full. Donc, donc, vous voyez ici, on a l'article. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un article comment dire, dont le résumé est vraiment structuré. Donc, ici, vous avez en fait, l'objectif de l'article. Ici, vous avez la méthodologie, les résultats ou les implications pratiques l'originalité. Donc, et vous voyez de l'autre côté, ici, à droite, le processus. Donc, ici, soumis le 30 octobre 2023 et accepté juste récemment, le 16 janvier 2024. Alors, ce qui est important pour vous, puisqu'on parle de la question de recherche, il est aussi possible d'utiliser, de chercher directement. Alors, vous voyez ici, future. Donc, on va juste. Alors, on a ici. Alors, future research. Donc, vous avez ici les recherches futures. Sinon, alors, normalement, on doit les trouver ici. Donc, vous voyez, donc ici, vous avez Future Research Can Focus On. Donc, ici, ça, c'est une piste de recherche que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est la même chose pour les autres disciplines. Vous devez bien comprendre l'idée. Que ce soit mathématiques, juridique, sciences humaines, gestion, je ne sais pas quoi. C'est la même chose. Avant de développer une question de recherche, vous devez lire ce qui est déjà fait. Et avec les exemples qu'on a, ça, c'est un article qui est vraiment récent. Donc, c'est janvier accepté juste un mois ou 2 mois, janvier, 16 janvier. Donc, ici, l'auteur vous propose une question de recherche, une piste de recherche. Et donc, ici, vous devez faire la même chose pour les autres articles. Donc, ici, on a vu deux exemples. Là, on a trouvé vraiment qu'il y a dans l'article des pistes de recherche. Alors, je reviens sur la présentation pour en fait, pour les messages sur chat. Je vais le voir vers la fin de la présentation. Alors, donc ici, vous voyez, ici, on a là, on a le tableau, ou même ici, ici, on a le Canva, ou même le tableau qui va, en fait, que vous devez remplir avec les informations que nous avons, qu'on vient de voir. Par exemple, on a les pistes de recherche, et d'insérer, par exemple, pour juste le dernier article, donc ici, l'auteur, etc., la théorie, etc., et on a ici piste de recherche. Et de faire ça juste pour, par exemple,
5 ou 10 articles. Juste ici, les 10 ou 5 articles les plus récents pour avoir une idée sur ce qui est déjà fait et les pistes de recherche proposées. Et comme ça, vers la fin, c'est pas vers la fin, après 6-10, par exemple, ou 11, c'est juste une revue qui est préliminaire, c'est pas une revue qui est exhaustive, c'est juste pour développer une question de recherche, puisque par la suite, il faut faire une autre revue. Donc ici, l'objectif, c'est juste de développer une question de recherche. Par la suite, par exemple, on a ici 5 pistes de recherche. Par la suite, on doit les filtrer. Les filtrer, c'est généralement par rapport à la faisabilité de la question de recherche. Si les chercheurs, par l'exemple qu'on vient de voir, ils proposent telle piste, alors ici, c'est de voir est-ce qu'il est faisable de réaliser, de répondre à la question de recherche posée. Côté, par exemple, l'accès aux informations, l'accès en fait, à la population. Donc, ici, généralement, pour les pistes de recherche, moi, je parle juste des sciences de gestion. Je ne sais pas pour les autres qui font, je ne sais pas quoi, ils ont des laboratoires, ça, c'est une autre histoire. Mais pour les gestionnaires, donc, en fait, on doit prendre en considération la faisabilité côté, par exemple, collecte des données. On ne peut pas, par exemple, se lancer dans une question sur un sujet là où on n'aura pas accès aux données. Ça sera juste perte de temps. La deuxième des choses, c'est aussi par rapport à l'existence de la littérature, puisque vous devez écrire, vous devez rédiger votre thèse. Alors, comment vous allez rédiger votre thèse si vous allez, par exemple, se pencher sur une question de recherche qui est vraiment récente? Il n'y a pas de la littérature. Donc ça, en fait, vous n'allez pas trouver des ressources pour développer, pour rédiger votre thèse. De l'autre côté, si vous arrivez, ça sera une grande valeur ajoutée, puisque votre contribution, puisqu'il n'y a pas des recherches sur un sujet, et vous avez pu, par exemple, développer des recherches sur le sujet. Donc, ça sera une bonne chose. Mais pour un doctorant, est-ce que cela est faisable? Donc, ici, j'ai dit au début, pour un doctorant, ça sera plus d'essayer de trouver un équilibre entre une question de recherche qui est plus ou moins pas vraiment consommée et donc il y a quelques recherches faites dans d'autres contextes, etc. Et donc pour ne pas se trouver dans une situation là où vous n'avez pas vraiment en fait, des ressources sur cela. Je veux parler de ça en fait dans d'autres webinaires par rapport à la question, surtout par rapport à la méthodologie, par rapport à la faisabilité d'une question de recherche. Alors, donc ici, je vais présenter rapidement, puisqu'on parle d'une question de recherche, on parle aussi des postures épistémologiques. Rapidement ici, l'épistémologie, c'est l'étude, selon Piaget, l'étude de la constitution des connaissances valables. C'est comme ici, on doit construire quelque chose, on va construire une maison. Et pour construire une maison, on a besoin des règles, on a besoin des manières comment développer. C'est comme de dire que voilà, pour développer, je sais pas, pour construire une maison, il faut faire tel ou tel ou tel pour avoir une maison qui est sécuritaire, etc., etc., pour avoir permis d'habitat ou je sais pas quoi. Donc, on peut voir les postures épistémologiques comme en fait, comme le fait d'essayer de construire une maison selon les règles. Et c'est la manière de voir la maison. Donc, pour faire la liaison, voir la maison, la réalité par rapport à une question de recherche, puisque en fin du compte, un chercheur souhaite à comprendre la réalité. Bah, à comprendre ici, c'est pas, euh, c'est déjà le fait de constructivisme ou l'interprétativisme, mais le fait ici, les postures épistémologiques, qui est en fait, c'est de savoir ou d'avoir ou de connaître la relation entre le chercheur et comment le chercheur va en fait se comporter avec la réalité. On a la première posture, positivisme. Donc, son objectif, c'est d'expliquer la réalité. C'est d'expliquer. Ici, d'expliquer, ici, on peut avoir ici, généralement, on a des questions
de prendre, de faire le départ des hypothèses, nous allons voir ça par la suite, pour essayer de vérifier l'hypothèse. Est-ce qu'il est, en fait, est-ce que le chercheur, est-ce que l'hypothèse est confirmée ou non, ou quel est le résultat? Est-ce qu'il y a un effet ou non? Ici, on peut parler des effets de causalité, corrélation, etc., etc. Deuxième posture, on a l'interprétativisme. Son objectif, c'est de comprendre la réalité, alors que le constructivisme, c'est de construire. Ça, je les présente de manière rapide. La semaine prochaine, le samedi prochain, je vais parler de la méthodologie, purement de la méthodologie. On a ici les formes d'inférence. Ça, c'est vraiment, ça, c'est intéressant pour comprendre, surtout par rapport à la question de recherche. La question de recherche, puisque une question de recherche peut, par exemple, avoir comme objectif soit d'expliquer, soit de comprendre, soit de construire la réalité, puisqu'on va étudier la réalité. On va faire une recherche par rapport à la réalité. On souhaite construire, comprendre la réalité. C'est comme le cas de la COVID. La COVID, donc, dépression, je ne sais pas, confinement, travail à distance. Et donc, ici, il faut développer des recherches pour comprendre les effets de la COVID sur les individus, sur les employés, le confinement sur les employés, ou même le travail à distance. Par exemple, l'effet je sais pas, comment si on souhaite comprendre comment les employés se comportent, par exemple, euh, s'ils travaillent, par exemple, à distance. Ça ne sera pas la même chose de travailler depuis sa maison et de travailler dans un bureau. C'est pas vraiment la même chose. Donc ici, ça sera ici de comprendre. Et en fin de compte, c'est de développer, puisque ici on a recherche, faire des recherches, montrer quelque chose, et par la suite les implications pratiques, c'est-à-dire le pouvoir public par exemple, les cabinets, les entreprises peuvent utiliser votre recherche ou les résultats de votre recherche pour développer, pour adapter des politiques. C'est-à-dire dire que voilà, une recherche a montré que le fait je sais pas quoi, de travailler à distance augmente par exemple la productivité. Donc ça, un patron ou un PDG qui va lire la recherche, il va dire, moi aussi je veux que mes employés, par exemple, augmentent leur productivité, etc. Et dans ce cas, au lieu de travailler toute la semaine au bureau, donc ça sera mieux, par exemple, de leur suggérer de travailler à distance. Donc vous voyez, juste pour faire la liaison. Moi, en fait, toujours, je donne des exemples par rapport aux sciences de gestion, puisque c'est ma spécialité. Ça sera, je pense, la même chose par rapport aux autres disciplines. On a les formes d'inférence. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'exemple de Socrate ou Socrate. Donc, ici, en fait, j'ai deux exemples. On a forme, la déduction. Donc, on a la règle, tous les haricots de ce sac sont blancs. Deuxième, où le cas étudié, ces haricots viennent du sac. Troisième, où la conséquence, ces haricots sont blancs. Donc ici, avec l'exemple, nous allons voir ça ici. On a un autre, ça c'est au début ici, j'ai présenté un exemple. Je vous laisse en fait par la suite, vous pouvez les voir. Je vais les partager sur la page. Donc ici, on a ces règles, c'est juste pour comprendre le raisonnement, pour gagner du temps, puisque c'est déjà avec le Ramadan, c'est déjà, alors il est déjà, je sais pas combien, c'est déjà alors 1 heure, presque 2 heures maintenant. Alors, donc, alors, on va passer à la démarche inductive. Donc, inductive, donc, c'est le fait de faire le départ depuis des effets ou des énoncés qui sont généraux, qui, alors, qui, s'il vous plaît, alors, donc, qui devient des hypothèses, théories, lois scientifiques à partir de l'observation. Donc, ici, l'inductif, c'est le fait de commencer par l'observation, par la réalité pour développer quelque chose qui va devenir une loi, qui va devenir une théorie. C'est comme on a ici, Socrate est un homme, Socrate est mortel, alors la conséquence, la conclusion, tout homme est mortel. Et en fait, vous avez ici
à droite, on a ici sélection d'une situation concrète, par la suite, formulation d'un problème de recherche, puisqu'ici, on peut parler de l'itération. Ça, c'est, je vais revenir à cet aspect-là le samedi prochain par rapport à la méthodologie de recherche. Ici, on parle plus de recherche qualitative. Donc, il y a côté, contrairement à une recherche quantitative, c'est plus le fait que la question de recherche au début n'est pas vraiment fixe. La question de recherche peut, par exemple, en fait, comment dire, il y a un terme technique, mais je l'ai oublié pour l'instant. La question de recherche va en fait s'améliorer, va en fait émerger. Oui, c'est ça la question, c'est ça le terme. Il y a une émergence. Donc, on commence par l'étude de X. Là, on parle ici d'un phénomène, mais en commençant en fait l'étude de ce phénomène, on arrive en fait à avoir une compréhension et on va en fait, on doit par exemple changer la question de recherche, etc. Et par la suite, ici, on a la théorie. Donc, l'objectif, par exemple, ici, c'est de développer une théorie, par exemple, comme nous avons ici dans cette définition, et vous avez bien sûr ici les références. On a détective, et généralement pour les doctorants, c'est juste un conseil. Pour les doctorants, ça sera plus d'utiliser une démarche déductive, nous allons voir hypothéco-déductive. Donc, ça, la démarche la plus, je ne vais pas dire facile, mais pour un doctorant qui va commencer, ça sera difficile pour lui puisqu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les outils pour, par exemple, faire de l'observation, pour faire une recherche qualitative, pour développer une théorie. Vous ne pouvez pas, au début de votre carrière, de développer une théorie. Si vous arrivez à faire ça, bravo, chapeau, mais ce sera difficile. Mais courage pour ceux et celles qui sont vraiment, en fait, souhaitent développer quelque chose, donc courage. Mais pour ceux et celles qui cherchent quelque chose qui est faisable, ça sera plus de s'orienter vers une approche qui est hypothéco-déductive. C'est-à-dire que vous allez, c'est comme ce que nous avons vu précédemment, revue de la littérature avec les deux articles, nous allons voir ce qui est déjà fait et nous allons dire que voilà, d'après notre, je sais pas quoi, la lecture de tel ou tel, ou une revue de la littérature, tout simplement, on a trouvé que il y a cette question n'est pas encore traitée. Et donc, vous allez développer des hypothèses à travers, ici des lectures, ici on peut parler d'une revue de la littérature empirique, théorique, même en termes des concepts que vous devez en fait, que vous allez utiliser. Et donc, vous allez développer des hypothèses. Bien sûr, vous devez argumenter, vous devez montrer, vous devez en fait présenter, ici on peut parler, on peut utiliser le terme soubassement théorique. Donc, c'est de montrer que vos hypothèses sont vraiment basées sur une théorie ou deux théories, trois théories. Et par la suite, vous allez les tester. Et donc, c'est comme ce qu'on a ici, choix d'un thème, formulation d'une question de recherche, structuration, délimitation, ici, ça c'est délimitation d'un problème. C'est ce que j'ai dit au début, puisque le fait de faire une revue de la littérature pour développer une question de recherche, et j'ai utilisé le terme revue de littérature préliminaire. J'ai dit, par exemple, le fait de lire juste des articles juste pour développer la question de recherche. Par la suite, quand vous allez trouver, vous avez développé votre question de recherche, vous allez encore et encore faire une revue de la littérature, mais cette fois-ci, par rapport à un sujet plus précis. Au lieu, par exemple, moi, j'ai utilisé le terme family business. Mais après la lecture, j'ai trouvé que family business plus quelque chose. Moi, je veux travailler, puisque family business, c'est un champ qui est vaste quand même, non? Mais après la lecture des articles, j'ai trouvé que il est faisable de travailler, je ne sais pas quoi, sur un truc par rapport aux entreprises familiales. Et donc, je dois revenir à Web of Science et faire une recherche par rapport à ce que j'ai choisi comme question de recherche. Et bien sûr, il y a toujours question en fait, en fait, de délimiter, d'améliorer la question de recherche en prenant en considération, et ça c'est très important, la faisabilité, surtout par rapport aux échelles de mesure. Ça, c'est un point qui est très important. Puisque si vous allez, par rapport à, en fait, ici,
On a ça ici, les étapes hypothético-déductives. Donc ici, par rapport à ce point-là, alors ici, en fait, il faut prendre en considération les échelles de mesure. Donc, opérationnalisation de la recherche. Vous avez une question qui est vraiment pertinente, etc., etc. Mais est-ce que vous avez les échelles de mesure? C'est quand vous allez dire que voilà, moi, je vais étudier l'impact de la température sur quelque chose. Alors, comment mesurer la température? C'est juste un exemple. Alors que dans d'autres cas, c'est la satisfaction, par exemple. Comment mesurer la satisfaction? Moi, je souhaite étudier je ne sais pas quoi, l'impact de quelque chose sur la satisfaction. Alors, comment mesurer la chose et aussi la satisfaction? Donc, ici, on parle de l'opérationnalisation, c'est-à-dire de passer de la question de recherche à des échelles de mesure. Et bien sûr, question de recherche, il y a les hypothèses. Et donc, les hypothèses, normalement, ici, on doit répondre aux hypothèses, on doit vérifier les hypothèses à travers une analyse des données des échelles de mesure. Puisque les échelles de mesure, nous allons utiliser, par exemple, on a les questionnaires, généralement les questionnaires. Donc, un questionnaire, faire une collecte, etc. Par la suite, vous allez. Donc, questionnaire, c'est une échelle de mesure. Il ne faut pas vraiment ignorer ou ne pas, en fait, prendre en considération cet aspect-là. Donc, je reviens ici à l'exemple, tout homme, ici, c'est plus ou moins le contraire de l'approche inductive. Tout homme est mortel, et par la suite, Socrate est un homme, et donc Socrate est mortel. Donc, vous voyez. Donc, ici, on a plus ou moins, pas ici par rapport à la question, c'est plus par rapport vers la fin. Donc, l'objectif de l'approche déductive, c'est d'avoir un résultat par rapport à quelque chose, alors que pour l'approche ou la démarche inductive, c'est de développer quelque chose. C'est comme de comprendre, de développer une théorie générale. On a ici les deux approches. Vous voyez ici, on a la déduction, c'est de faire le départ de la théorie pour développer des hypothèses et par la suite faire une analyse ou l'observation, donc pour tirer des conclusions. Alors que pour l'induction, de faire le départ, ça c'est très important pour comprendre, pour distinguer entre l'approche inductive et l'approche déductive. Alors que l'approche inductive ou l'induction, c'est de faire le départ de l'observation, de passer par génération empirique afin de construire une théorie. Ça, c'est en fait un schéma qui est simple et qui est facile à comprendre pour distinguer entre les deux approches, les deux formes d'inférence. Induction, il y a l'autre abduction, c'est pas vraiment utilisé. Donc ici, généralement, induction versus la déduction. Alors, pour la démarche hypothético-déductive, donc ici, on a 9 étapes en fait, à suivre normalement pour répondre en fait, pour répondre à la question de recherche. On a le premier point, la première étape, c'est le choix de l'objet de recherche. Par la suite, revue de la littérature. Donc, il y a toujours la question de la revue de la littérature. Vous ne pouvez pas faire une recherche sans passer par une revue de la littérature. Par la suite, on a le cadre théorique, bien sûr, les théories qui vont, et normalement, vous trouvez ces informations dans le résumé ou par la suite, sinon, dans l'abstract, sinon, en fait, dans le corps du texte. On a par la suite les hypothèses et on doit faire le point que je viens d'évoquer, le passage des hypothèses vers l'opérationnalisation. Comme j'ai dit, moi, je souhaite étudier l'impact, je ne sais pas quoi, de Ramadan sur la productivité des doctorants. Donc, comment opérationnaliser cette question de recherche? Comment mesurer les éléments, ou même ici les concepts clés de cette question? Donc, ici, on parle de l'opérationnalisation. Et donc, l'opérationnalisation, vous devez normalement ici utiliser dans le cadre, par exemple, hypothético-déductif, les échelles déjà utilisées, déjà développées. Vous n'allez pas, par exemple, pour mesurer la température, vous n'allez pas, en fait, inventer une autre, oui, vous pouvez l'inventer, mais ce que vous êtes, en fait, vous avez la possibilité de développer une échelle de mesure. Côté
côté temps, etc. Mais il y a même des articles, des recherches qui sont faites juste pour développer une échelle de mesure. Ça, c'est aussi important. Ça, c'est aussi important de développer comme objet de recherche, de développer une échelle de mesure. C'est comme vous avez fait des lectures par rapport si on revient avec l'exemple family business, donc vous avez fait des lectures, etc., etc., et vous n'avez pas trouvé qu'il y a une échelle de mesure pour, par exemple, mesurer quelque chose, je sais pas, par rapport à un point qui concerne les entreprises familiales. Et donc, votre question, ce sera de développer une question une échelle de mesure. Et c'est vraiment intéressant de faire ce genre de, de recherche. Mais, pour un doctorant, comme je l'ai dit, donc, vous devez prendre en considération, est-ce que vous avez les outils nécessaires pour développer, pour faire une recherche afin de développer une échelle de mesure. Donc, il faut vraiment prendre ces éléments en considération. Et chaque doctorant ou chaque chercheur a ses conditions. Donc, ce sont les conditions euh, qui vont, en fait, doivent normalement permettre aux chercheurs de prendre la décision. Tabti Hassan, en fait, vous avez la possibilité, je pense, alors, alors, dans juste une minute. Oui. Alors, dans- donc, sixième élément, plan de recherche, design. Donc, ici, comment, la question ici, le sixième élément, c'est comment développer une question, comment, en fait, par rapport au sixième étape, c'est quelles sont les étapes que vous allez suivre pour répondre à la question de recherche. Donc, ici, c'est ça, plan de recherche. C'est-à-dire, vous avez la question de recherche. Sixième étape, c'est de présenter comment vous allez, quelles sont les étapes que vous allez franchir pour répondre à la question de recherche. Et donc ici, nous allons voir ça le samedi prochain. Et bien sûr, par la suite, il y a l'étape de collecte de données et test empirique, ici l'utilisation ici l'analyse des données, il y a des modèles, des techniques, etc. Vous pouvez en fonction des données collectées, en fait, vous allez choisir le test empirique à utiliser. Et par la suite, on a les applications. Donc, vous avez fait tout le travail, choix de l'objet, de la question de recherche, revue de la littérature, cadre théorique, etc., etc. La fin ou neuvième étape, c'est l'étape la plus importante. Donc, ici, c'est de présenter vos résultats, de présenter votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à la suite de votre projet de recherche? Donc, ça, c'est très important. Ça, ce qu'on trouve, ça, ce que nous avons vu dans les deux derniers articles que nous avons vus ensemble. Donc ici, on a les implications théoriques. Et aussi, vous devez normalement, en tant que chercheur, à la fin de votre article, aussi de proposer des articles de recherche. Puisque après des recherches, en fait, vous êtes comme un spécialiste de la question. Et donc, vous avez une connaissance approfondie sur la question de recherche. Et donc, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est quand vous êtes en train de faire quelque chose, et donc, à un niveau, vous avez une connaissance vraiment de ce qui reste à faire. C'est ça, c'est comme ça. Donc, vous allez apporter votre contribution, et par la suite, vous allez dire, en fait, moi, j'ai fait telle contribution, mais il y a telle limite. J'ai pas, par exemple, eu l'accès à un échantillon qui est important. J'ai pas, par exemple, il reste telle ou telle, il y a telle limite, et il y a telle piste. Donc, ici, aussi, vous devez présenter des orientations. Ça, c'est aussi important. Alors ici, la question qui se pose ici, quelle démarche choisir entre déductive et inductive? Et si c'est en fonction de la question de recherche et aussi l'objectif de la question de recherche. Donc ça, c'est la question de recherche qui va déterminer quelle démarche en fait que vous devez utiliser pour répondre
à la question de recherche, pour contribuer, pour participer dans le développement de la recherche.